Bonjour, excusez-moi, j'ai eu un petit souci sur mon PC. J'ai dû passer par le PC d'un collègue. Donc là, on va parler des applis IBM qui sont assez récentes. Alors, ça fait quand même depuis quelques TR qu'elles sont là, qu'elles sont apparues. À chaque nouvelle TR, il y a des nouvelles évolutions qui arrivent, donc c'est des choses vraiment à surveiller pour voir ce qui va arriver encore dans les prochaines choses, dans les prochaines TR, pardon, excusez-moi. Moi, en tout cas, tout le monde sait que ça va continuer à évoluer pour l'instant, au rythme où ça va. Alors, juste rapidement, donc, je suis Damien Pujason, je appartiens à la société Gaia. Gaia, c'est Gaia Volubis. Donc, Volubis, c'est la formation, c'est notre partie formation. Donc, Gaia, on fait une centre de service. On a une partie sur l'accompagnement, sur la modernisation. On a de l'exercice technique. On a aussi une offre avec OCSI de centre de service pour des besoins, pour des clients qui ont des petits besoins, pas forcément auprès d'autres sociétés. Depuis 2-3 ans, on se met à créer des produits, donc c'est des micro-logiciels qui sont plutôt ciblés sur l'aide à l'administration, développement. Là, par exemple, on a mis en avant un logiciel qui va vous permettre de capter une session 52-50 d'un utilisateur sans passer par un logiciel tierce qui prend la main sur le logiciel, sur le PC, où maintenant les admins de sécurité ont du mal à vous les fournir. Et donc, vous allez avoir ce que l'utilisateur voit, mais vous allez avoir accès à sa QTAN, vous allez avoir accès à certaines choses qui peuvent vous permettre, voilà, quand un utilisateur a des problèmes, et ben, d'avoir déjà vous une visu, être sûr que vous parlez bien de la même chose, et là-dessus. On a un produit aussi qui est mature, qui est sur l'aide à la mise en place de SSO, et notamment toute la partie association, profil réseau mot de passe, profil réseau, profil IBMI, et un autre qui peut vous aider à faire des développements sous Git, qui peut vous permettre, si vous avez déjà d'autres technos qui sont sous Git chez vous, eh ben, de ramener ça. Vous continuez à développer avec vos outils de développement que vous avez classiquement, mais ça va remonter sous Git et ça peut vous permettre d'avoir une gestion projet commune. Plus plein d'autres outils on crée régulièrement. On ne les met pas forcément tous devant, ils n'ont pas forcément tous la même vocation à être déployés. Voilà. Sachez que quand vous êtes dans nos TMA, vous allez voir tous nos produits. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord, il y a eu un déphasage, ok. Donc, c'est des web services REST fournis avec l'OS. Ils sont sécurisés par TLS, donc le certificat. On communique dedans par du JSON exclusivement, ce qui a été mis en place. Le package, il se trouve dans l'IFS, hein, donc dans QIBM Prod Data, donc c'est des choses assez classiques. On va pouvoir avoir de la personnalisation dans QIBM User Data, excusez-moi, donc forcément via l'installation, et puis après on verra ce qui peut arriver là-dedans, notamment un fichier de propriété. Donc ça va permettre un accès depuis l'extérieur de votre IBMI, et dedans, vous allez pouvoir récupérer des informations. Vous allez pouvoir aussi lancer des commandes CL, requêter par SQL, gérer le magasin de certificats DCL. Donc là, on rejoint des thématiques qui ont été à la plénière sur les questions qui ont été posées aux experts. Comment accéder à ma base de
est-ce qu'on peut lancer des commandes CL sur un programme? Alors, là, c'est pas un programme, mais par contre, il y a des personnes qui, depuis l'extérieur de l'IBMI, vont pouvoir lancer des commandes CL. Donc, c'est une ouverture, c'est un plus, mais c'est aussi une porte ouverte sur la sécurité. Donc, il va falloir vraiment avoir ça aussi en tête. Je vous ai mis le lien vers la bibliographie officielle. Hein, donc, là-dessus, je pense que ça va. De toute façon, elle va aussi évoluer rapidement. Et donc, comment on démarre? Déjà, il faut un certain nombre de prérequis. Donc, ces API, elles sont disponibles sur 7.3, 7.4, 7.5. Et il faut ces produits-là installés, qui sont des choses gratuites et qui sont assez classiques. Peut-être vérifiez bien votre option de Java, si vous ne le faites pas évoluer régulièrement. Mais normalement, c'est des choses, si vous êtes à jour de PTF, vous avez tout ça. Il n'y a pas de souci. Alors, la mise en route, donc c'est dans le HTTP admin. Donc, quand vous arrêtez ou vous démarrez votre serveur HTTP admin, il y a un certain nombre d'instances qui démarrent, et notamment l'admin 5. L'admin 5 existait déjà avant les API RS. C'est là-dedans que ces API vont tourner. Si jamais vous n'avez pas l'admin 5 chez vous, c'est peut-être que au niveau de l'administration, le démarrage automatique de cette instance-là a été désactivé. Donc à ce moment-là, vous avez les commandes ici pour soit démarrer cette instance, soit la stopper. Au départ, le serveur qui est fourni pour ces API est pas sécurisé par TLS. Il est juste en HTTP. Et donc, on va voir comment le HTTP admin, le navigateur Forail. Hein, donc, pour y accéder, c'est dans un navigateur, votre HTTP ou HTTPS si votre HTTP admin est sécurisé. Donc, votre nom de machine, le port 2001, et vous allez accéder à cette interface-là, où vous allez pouvoir voir tous vos serveurs, les serveurs HTTP, donc les serveurs Apache, les serveurs d'application, vous allez avoir tous vos serveurs de web service, pas que, essentiellement. Voilà. Donc, vous pouvez aussi arrêter et démarrer votre serveur par là. Et donc, vous allez aller dans le serveur d'application, vous allez choisir votre serveur admin 5 et il va falloir configurer le TLS. Donc, on configure le TLS. Par défaut, le port 2012 va être proposé. Vous pouvez le personnaliser, mais bon, moi, je vous conseille de laisser le port par défaut. Vu que toute la littérature est là-dessus, c'est plus facile après de s'en souvenir. On vous demande quel protocole de TLS utiliser. Nous, on vous préconise bien sûr de prendre le protocole le plus récent, donc la 1.3, sachant que les 1.0 et 1.1 sont décommissionnés au niveau de TLS. C'est des protocoles qui ont des failles connues et qui sont vraiment déconseillés aujourd'hui. Voilà, et vous allez pouvoir désactiver ou non le port HTTP. Que vous le désactiviez ou non, là-dessus, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact. Liberty qui s'affiche. Vous allez pouvoir voir les descriptions des services, mais vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Ils ne seront utilisables que dans le cadre d'un protocole TLS.
Donc, sur l'étape suivante, eh ben, vous allez choisir un certificat. Donc, soit vous utilisez un certificat que vous avez dans DSM, soit vous avez un magasin de certificats spécifiques. Donc, nous, on a utilisé dans DSM. Donc, ça vous demande le mot de passe, le mot de magasin, le certificat. Et après, vous allez pouvoir sélectionner un des certificats qui se trouve dans votre magasin, ou vous allez pouvoir en générer un auto-signé. Et si vous en générez un auto-signé, ils vont vous demander voilà, sur quelle clé Cipher vous allez utiliser pour le critère. On reste sur des choses sur les certificats qui sont très classiques. Il n'y a rien qui change. Et bien entendu, pour prendre en compte ces configurations-là, il faut redémarrer le serveur. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez une... pardon, excusez-moi, j'ai parlé de Open Liberty, c'est Open API, à l'interface. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir accéder en HTTPS à votre serveur. Donc, c'est le port qui est la différence, le port. En HTTP, vous êtes sur le port 2011. En HTTPS, vous êtes sur le port 2012. Donc, HTTPS, je vais pouvoir les lancer. HTTP, c'est juste pour de la documentation. Donc, vous arrivez sur une page comme ça. Bon, c'est facile, il n'y a qu'un seul bouton. Vous cliquez dessus et on... Donc, quand on est dedans, vous allez avoir une interface, si vous connaissez un des personnes qui vous ont fourni une URL, vous allez arriver sur une page un petit peu comme ça. Vous allez avoir la liste de vos services, vous allez pouvoir vous connecter et les utiliser et voir comment on les utilise. Là, ici, ce qu'on a, c'est donc nos services, ils sont sur une URL, donc mon nom de machine 2.2012 OpenAPI/UI. Si j'enlève le /UI, je vais retrouver la documentation qui est sur le format OpenAPI 3.0. C'est du texte. Ça fait... c'est très très long, mais c'est pas fait pour être lu comme ça. C'est pas fait pour être lu pour nous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir récupérer toute cette partie-là qui est écrite et puis l'importer dans un logiciel pour directement avoir vos descriptions de services. Quand je vous dis des logiciels, je pense à des logiciels type Postman qui peuvent permettre de déclencher des appels à des web services de façon simple et automatisée avec des scripts. Voilà. Il y en a plein d'autres. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant, ce qui veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser dans des logiciels sans forcément passer par l'interface graphique. Donc on va avoir, pour les utiliser, deux possibilités. Soit faire de l'authentification basique. Et donc à chaque appel d'API, on va passer un profil, un mot de passe. Soit on va un premier coup demander un jeton, donc avec un profil mot de passe, et dans ce cadre-là, après, on appellera les autres API avec ce jeton-là. Je vous conseille de faire cette solution-là. Déjà, ça va vous ouvrir une session quand vous allez utiliser un jeton. Et donc, à partir du moment où vous allez avoir une session, il y a déjà certaines API qui sont accessibles, qu'on peut appeler que si on est dans une session. Si on est en authentification basique, on n'y a pas accès. Et vous allez pouvoir permettre justement de contrôler un petit peu ce qui se passe dans
dans ces API. On en reparlera un petit peu plus tard quand je vous parlerai un petit peu plus de la partie sécurisation. Mais une autre chose, c'est qu'on va pouvoir permettre d'indiquer des attributs de session. Quand je pense à des attributs de session, je pense à la notion de travail. Parce que derrière, vous avez un travail sur votre IBMI, dans l'Active Job, vous le retrouvez, votre travail, avec un contexte. Et donc, vous allez pouvoir alimenter ce contexte. Une liste de bibliothèques, des conditions d'exécution de SQL, bon, tout ce qu'on peut faire avec ce travail. Donc, vous allez pouvoir, sur votre session, déjà placer un certain nombre de choses qui vont vous permettre de faciliter ça. Et enfin, dernière chose sur une session, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé, eh ben, il y a une API pour rendre le jeton invalide. La bonne pratique est quand même d'appeler cette API pour casser le jeton et qu'il ne puisse pas être réutilisable. On va sortir. Sortir du PowerPoint et on va passer un petit peu. Donc, quand vous arrivez sur Open Liberty, voilà, vous avez un certain nombre de catégories dans lesquelles vous avez des services. Donc, l'administration, on verra un petit peu plus tard à quoi ça va servir. Une catégorie CL commande, donc, dans laquelle vous allez pouvoir récupérer la définition d'une commande. Donc, ça va être dans votre JSON, vous allez avoir un XML qui contient la description d'une commande. Et ça, par exemple, vous allez pouvoir vous en servir pour dans les scripts ACF, SQL. Vous faites CL DSP lib F4 et vous avez votre fenêtre qui apparaît avec votre prompt. Là, après, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour créer votre propre prompt. Par contre, quand vous verrez le XML qui arrive, il y a du job. Ça ne se fait pas directement. Je ne vous vends pas un truc, ça y est, j'ai qu'à faire une fenêtre et c'est fait. Non, c'est complexe après. Et après, vous allez pouvoir aussi lancer une ou des commandes en même temps. Vous pouvez lancer une liste de commandes. Quand je dis des commandes CL, c'est vraiment toutes les commandes CL. Donc, je peux appeler un programme, mais je peux faire un forward 6. Est-ce que ça peut être des commandes oui. Là, on est vraiment... j'ai une ligne de commandes. En fait. Non, mais quand bien, ce que je veux dire sur la description, j'imagine bien qu'il retourne peut-être sur une commande PR. Si on développe nos propres commandes. Si l'aide a été générée, je pense que oui. Il y a l'IM. Ouais, s'il y a eu l'IM, j'avoue que je n'ai pas essayé. Mais par contre, ça, c'est un bon truc à essayer. J'utilise beaucoup les commandes. Ouais. Vous allez pouvoir avoir accès aussi à l'IFS, donc un certain nombre de services, on va voir. Vous avez une catégorie qui s'appelle Q6. Dedans, pour l'instant, il n'y a qu'une seule API. Grosso modo, c'est un... À l'inverse d'IFS, on a accès à la partie Q6, donc à la partie, on va dire, classique, entre guillemets. On est plus habitué. Vous allez avoir aussi des possibilités de faire du SQL. Et donc là, pareil, vous allez pouvoir lancer des requêtes SQL qui vont s'exécuter. Donc après, il y a la partie
Security Service. Ah oui, voilà, c'est vrai, c'est le nom. Hein, voilà. Dans Security Service, ça va être toute la partie qui est sur DCM. Donc là, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Les informations services. Oh, oui, en fait, c'est juste des informations là sur les API RSE. Ça pas, enfin, pour moi, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et enfin, dans la session service, on va commencer par là. C'est là où vous allez pouvoir demander un jeton, révoquer votre jeton, et puis avoir... Donc, lorsque vous êtes sur des interfaces comme ça, vous avez toujours un petit autorise en haut à droite qui va vous donner toutes les façons dont vous pouvez vous connecter. Et donc, on voit bien qu'on a le jeton, où on a l'authentification basique. Si ici, je me mets une authentification basique que je fais autorise, je vais pouvoir utiliser après mes différentes commandes. À chaque fois, c'est l'authentification basique qui va passer. Donc, on va créer une connexion. Dans la connexion, à chaque fois que j'appelle, on va recréer quelque chose. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par contre, si je passe par un token, je vais appeler donc un premier coup, donc je vais faire une authentification basique. Ça va me créer une session, un travail dédié. Et à chaque fois que je vais réappeler un autre service, on va réutiliser le travail qui existe déjà pour continuer. Donc, tout ce que j'aurais fait pour modifier mon travail sera persistant pendant ma session. Donc, moi, je vais aller me générer un token. Donc, le principe, hein, c'est, je décline mon API, bon ben voilà, vous avez des explications. À chaque fois, pour utiliser une API, donc il faut cliquer sur le tryout qui est à droite. Et à partir du moment où vous avez cliqué dessus, et ben ça vous ouvre en modification ici des choses. Donc là déjà, on voit que on va pouvoir se connecter soit au localhost. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir aussi se connecter à d'autres partitions. C'est-à-dire que là, moi, je suis sur une partition de ma machine, mais je vais pouvoir aller sur d'autres partitions de ma machine. Ça peut avoir des intérêts justement d'avoir des sessions, et peut-être que je vais avoir besoin de sessions en parallèle sur plusieurs machines. Donc moi, je vais rester en localhost. Et puis, je vais me mettre un profil mot de passe. OK. Donc, j'exécute et je descends. Donc là, on est encore sur des choses de très classiques sur ce type d'interface. C'est qu'on a la requête curl qui a été générée. Donc, vous pouvez la récupérer. L'URL. On a après la réponse, et donc avec un code réponse. Donc, code réponse dans les deux sens, c'est que c'est OK hein, sur du web service. Et ici, là, j'ai le header avec mon autorisation bearer, et donc j'ai tout mon token qui est dans la suite. Donc, je vais récupérer mon token, et puis je vais me connecter avec, je vais créer ma session. Ça veut dire que maintenant, j'utilise ça, c'est ça qui va faire que j'ai une session. Donc, je ne vais pas le faire tout de suite, sinon je suis obligé de refaire un token, mais le delete, elle va me désactiver mon token. Donc, si je fais ça, je
pense qu'il y a un timeout. Il y a un timeout, il y a vraiment dessus. Il y a un timeout. Alors, si je fais un get information session, donc là, on voit déjà qu'on va pouvoir regarder un certain nombre de choses. On va pouvoir aller voir des variables d'environnement. On peut filtrer déjà un certain nombre de choses. Moi, je ne vais rien filtrer. Et je vais exécuter. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est du JSON, et là on n'a pas le choix, c'est forcément du JSON. Enfin bon, aujourd'hui c'est quand même plutôt la norme d'utiliser le JSON plutôt que le XML. Et que aujourd'hui, en tout cas, moi je trouve que par SQL c'est quand même beaucoup plus simple de parser du JSON que du XML. Mais c'est peut-être parce que j'en fais plus. Donc après je laisse chacun libre. Et donc, on va pouvoir voir un certain nombre de choses. Là, on voit justement qu'on a une expiration sur le jeton. Hein. Donc, quand il a été créé, voilà, la dernière fois qu'il a été utilisé, qu'il est toujours OK. Et puis, surtout, on va avoir les propriétés SQL. Donc, on a nos propriétés SQL, voilà, si on est en autocomplete, tout ça, enfin bon, un certain nombre de choses. Donc, c'est vraiment récupérer tout ce qu'il y a sur mon travail. Et si je continue à descendre, on va aussi avoir, on récupère le nom du travail hein, qui s'est exécuté sur ma machine. Alors, petite astuce, là, il me dit un numéro, QUser, QZ, le nom du travail. Si je vais voir là dans Active Job, il n'est pas sous QUser, mais il est sur le profil que j'ai utilisé pour générer le jeton, donc une ligne. Par contre, dès que je vais me déloguer, ça va redevenir un travail QUser. Voilà. Donc, soyez pas étonnés. Donc, le CCS ID du travail, voilà, l'Home Directory dans l'IFS. Okay. Donc, on va aller voir pour l'instant les commandes CL. Il faut commencer par les jets. Juste pour vous montrer que je vous dis là. Voilà, donc là c'est pour récupérer la description d'une commande. Donc voilà le XML hein, qu'il y a. C'est pas une compliquée. Un PSP libre, il n'y a pas beaucoup de paramètres, il n'y a pas beaucoup de valeurs. Donc voilà, hein, donc avant d'arriver à en faire réellement un prompt, je pense qu'il y a pas mal de documentation à avoir pour comprendre. Mais n'empêche qu'avec là, vous avez toutes les infos sur votre commande. Pour moi, ça n'engage que moi, mais pour moi, l'idée qu'il y a là derrière, justement, c'est ça, c'est de pouvoir fournir à des admins qui ne sont pas forcément du monde de l'IDRI, sans qu'ils aient à se connecter sur la machine, enfin, s'ils se connectent par les API RSE, mais sans qu'ils aient vraiment à offrir une session, voilà, leur fournir des outils. Mais bon, avant de pouvoir reprompter ça, quand même, il y a du job. Alors, il y a peut-être des outils. C'est un PTRD et tout ça. Ouais, mais là ça mais je pense que c'est eux qui peuvent utiliser ça, pour développer ça pour eux. Oui. Je pense, hein, parce que je pense que ACS, RDI, VS Code, c'est VS Code, hein, donc il y a des choses. On va s'en connaître le fond des besoins, il y a aussi solutions. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas forcément
soit chez soi, à se dire, ah bah tiens, je vais refaire un truc pour construire comment. Certainement des choses qui existent déjà. C'est complexe. Et donc, surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir lancer des commandes. Donc, avec plusieurs choses. Déjà, on va pouvoir lui dire, bah, moi j'ai une liste de commandes à lancer, hein, donc on est dans les commandes vont se retrouver dans un tableau JSON. Je vais lui dire, est-ce que je continue si je rencontre une erreur? J'ai une erreur dans ma commande, j'arrête mon script ou je continue mon script. Et puis, on va pouvoir avoir plus ou moins de détails sur les messages. Donc, là, c'est les exemples qu'il y a IBM hein, quand on arrive. Donc voilà, donc là, moi, j'ai lancé, donc je lui ai demandé de me créer une bibliothèque qui existe déjà, donc il me renvoie l'erreur classique. Je lui ai dit de continuer, même si j'avais une erreur, donc je lui ai dit de me créer un fichier source, bon ben voilà, il l'a créé parce qu'il n'existait pas. OK ? Dans le résultat, on a le nombre de commandes qui ont été envoyées et on a le nombre de commandes qui ont été réussies et le nombre de commandes qui seront trouvées dans l'échelle. Ici, j'ai deux commandes qui ont été envoyées parce que je lui ai dit de continuer alors que la première était en erreur. Si je lui avais dit d'arrêter à la première erreur, j'aurais eu qu'une seule commande qui aurait été lancée. D'accord ? Alors, on va relancer la même chose. Presque la même chose. Je suis en période. Hop, ici. Hop. Et ici, je vais pouvoir ajouter au niveau des messages des petites choses. Je veux aller plus loin dans les messages que je reçois. Donc là, on retrouve ce qu'on a indiqué. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on a le premier niveau de message, et puis si je lui ai demandé le deuxième niveau, eh ben, j'ai le que faire. Je peux avoir aussi le cause par moment, donc on retrouve le niveau de message. Donc là, on peut faire un petit peu ce qu'on veut là-dessus. Par contre, si on se met en false de partout sur les messages, on ne reçoit rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, on ne reçoit absolument. Donc voilà. Donc, ça peut être très très puissant. Super dangereux. Super dangereux. Un profil qui est en possibilité restreinte, donc qui n'a pas de ligne de commande, peut appeler une API RSE et lancer des commandes CL. Hein? Donc, il faut faire attention. Après, je garde mes droits IBMI. C'est-à-dire une commande que je n'ai pas le droit de lancer, je ne vais pas, si ça va m'envoyer que je n'ai pas le droit de la lancer. Je fais un port OBJ sur une bibliothèque sur laquelle je n'ai pas les droits, il va me dire que la bibliothèque n'existe pas. C'est juste sur un fichier que je n'ai pas le droit, c'est-à-dire que le fichier n'existe pas. Voilà. On va en reparler.
Mais voilà, c'est très puissant pour moi. C'est vachement pratique pour faire des interfaces, je dirais PC, web, même programme finalement. On fait un éditeur, quoi que ce soit, qui a besoin d'avoir une information sur 400, on va être ça. Non, par des API REST. Mais par contre, je fais des dinettes, je fais un Power Dump 6, j'ai les droits de faire un Power Dump 6, je fais un Power Dump 6. C'est pas un sujet. Ouais. Non, après, c'est le chef, il n'est pas content. Donc, on va avoir, pareil, sur SQL, on va pouvoir faire la même chose. Je vais vous garder l'exemple qui a mis, que l'IBM a mis, que sur SQL, j'ai fait un select, il me renvoie un result set avec tous ces selects, et donc le result set, c'est un tableau, et puis chaque élément du tableau, c'est une ligne de mon select. Donc là, c'est bien, ok, on est super, on a fait un select. On peut faire toutes les instructions SQL possibles. Pareil que sur le DBC, du JDBC, FTP, les connecteurs. Mais donc, on a exactement les mêmes droits là aussi. On a donc là aussi, ça reste puissant. À la différence du CL, c'est que là, on peut lancer qu'une instruction par instruction. Ok. Mais on peut très bien faire un call procédure. Oui. On peut très bien commencer par un créat de procédure avec plein de choses dedans et puis après appeler cette procédure. Imaginez plein de choses. Voilà, le but c'est pas de faire du SQL, mais c'est juste de montrer que l'intérêt des commandes en fait, parce que si on voulait appeler un programme CE, le problème c'est que si on utilise la commande call, un call est toujours très permissif en fait. Et quand il va envoyer, en fait, si vous envoyez un paramètre qui fait le paramètre faisait 10 en CL, vous allez vous retrouver avec des vont chevaucher dans le CL. C'est bon. Par contre, si on met une commande devant, elle va bien mapper. C'est l'intérêt de créer une commande, c'est que ça remappe bien les paramètres. Et là, on peut les utiliser par l'extérieur, tout simplement. Ouais. Donc, vous allez avoir aussi, donc, juste rapidement, le Q6. Voilà. Donc, je vous disais, c'est un énorme ordre privilégié. On retrouve ce qu'on peut mettre en bibliothèque avec les valeurs classiques qu'on connaît, le type d'objet, le sous-type d'objet, enfin bon, voilà, ça vous fait un morphologie. Donc, il n'a pas de mis à part les droits sur les objets étables, enfin les droits classiques. Il n'y a pas de filtre ou de qui sont créés, ou il y a des points d'équipe, ou juste comme ça sur le. Alors, les points d'équipe, ça fait partie des choses qu'on doit tester. Normalement, c'est les mêmes. On doit utiliser les mêmes points d'équipe. Pour dire, au moins, les gens, ce genre-là, ils ont pas le droit comme ça. Et donc, ça fait partie des choses qu'on doit tester dans les semaines qui arrivent. Là, on ne l'a pas encore fait. Non. Mais ça fera partie de. Disons, ça aide au management, quoi. De publications qu'on fait régulièrement, on poste, régulièrement, chaque semaine, il y a un post sur LinkedIn pour annoncer un article d'une personne de chez Gaia et qui se retrouve sur notre blog. Voilà. Donc des fois, c'est des trucs petits, des fois un peu conséquents, ça dépend de l'humeur des uns et des autres. Pas surtout Pierre Louis, qui s'appelle Unity, alimente le plus. Il ne faut pas le dire.
Donc, vous allez avoir accès aussi à l'IFS. Hein. Donc, dans l'IFS, vous allez avoir accès, alors, hop, aux objets d'un répertoire. Hein. Donc, vous lui passez un chemin et hop, ça va vous lister tout ce qu'il y a dans le répertoire. Faut pas en faire. Donc voilà, hein, donc pareil, hein, vous avez chaque objet, ben, ça vous dit que si c'est un sous-répertoire ou pas, voilà. Alors, on voit que je ne mets pas grand-chose en description sur ce que j'ai dans mon manifeste, hein, mais voilà, ça vous liste hein, tout ce qu'il y a dans les répertoires. Après, vous allez pouvoir justement manipuler un petit peu ces objets-là. Et vous allez pouvoir récupérer, enfin lire ce qu'il y a dans un objet et écrire dans un fichier. Oui, c'est-à-dire que là, les échanges se font toujours par. On envoie un JSON. Ouais. On ne passe pas par le HTTP, en fait. Non. C'est pas comme du reste. Non. Alors, sur la lecture, bah, c'est en fait, on récupère un. Voilà. Vous allez avoir une balise contente avec ce qu'il y a dans le fichier. Voilà. Et sur l'écriture, eh ben, vous allez passer non, pardon, excusez-moi, le get, c'est pour récupérer ce qu'il y a, c'est le principe. Donc, on passe par des chansons, en effet. On envoie aussi. On envoie aussi. Donc ça, à l'arrière, peut-être que c'est une solution aussi pour échanger la data avec d'autres. Alors, en interne, hein, sauf parce que c'est pas la full mec, mais avec d'autres serveurs. J'ai animé une session juste avant sur migration FTP SFTP, mais peut-être que dans certains cas, bah, plutôt que de passer de FTP en SFTP, bah, peut-être qu'on peut utiliser ça. Si c'est des choses assez simples, voilà. Parce que là, il n'y a vraiment aucun multi. Mais c'est déjà fait, c'est plus rapide. Donc, voilà. On a. Oui. Donc voilà, on peut aussi récupérer des informations, notamment des droits, quand est-ce que ça a été créé, des choses comme ça, qui sont des choses classiques. On va, c'est pas la peine, c'est pas un des grosses choses, c'est le security. Donc là, on est sur la partie DCM. Il y a 13 API. 13 API où vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Donc elles sont V1 Security et puis après vous allez avoir une autre partie du chemin. Alors soit DCM, soit TLS. Voilà. Les parties TLS, eh ben, c'est vraiment sur TLS. Donc il y a la première
On va pouvoir récupérer les protocoles qui existent sur la machine et qui sont activés. Ça, ouais, c'est peut-être plus pour des personnes, des admins de sécurité au niveau là-dessus, on va dire. Donc le protocole plus les ciphers, hein, donc les clés de chiffrement. Hein, donc on retrouve bien les protocoles qui sont supportés, les clés de chiffrement qui est en dessous. La deuxième TLS, c'est des statistiques qui peuvent être faites sur quel protocole a été utilisé. Ça, pour des admins sécu, ça peut être intéressant. La seule chose qu'il y a sur cette partie-là, c'est que pour pouvoir avoir des réponses, il faut avoir activé une option dans SST sur le TLS config. Nous, on ne l'a pas activé, donc en fait, nous, on n'a aucune stat. Voilà. Ça aussi, ça fait partie des trucs. Il faut que j'aille faire pour rigoler. Voilà, donc ça, c'est peut-être pas forcément les choses qui vous passionnent le plus, mais ça peut être intéressant. Une tout de suite, je vais aller sur celle-là. C'est vous pouvez changer le mot de passe de DCM. Bonne idée. Oui. Ça marche bien. Voilà. Là encore, donner à quelqu'un qui n'est pas sur les BMI la possibilité de changer le mot DCM, je ne suis pas convaincu, mais bon, pourquoi pas. Disons que c'est l'interface d'administration au départ qui manquerait peut-être un peu juste au départ pour dire tiens, il y a un tel endroit, c'est oublié. Mais non, c'est ça. Donc, après, il y a toute une partie, toutes les autres parties là qui sont en CERT et AppDef qui sont, donc CERT c'est pour certificat et puis AppDef c'est pour les applications qu'il y a derrière les certificats. Ça vous parle un peu les applications derrière les certificats ou... Ouais. Bon, alors ça va, je ne vais pas rentrer dans le détail, on va avancer. Vous allez pouvoir faire tout ou presque qu'on fait dans DCM. La seule chose que vous n'allez pas pouvoir faire, c'est générer un certificat auto-signé ou en régénérer un. Donc on peut faire uniquement depuis DCM. À la rigueur, ça me trouve dommage, mais peut-être que ça va venir. Vu qu'on peut déjà tout faire, qu'on a quand même beaucoup de certificats auto-signés, c'est le seul truc en fait où il faut aller. Donc, vous allez pouvoir supprimer des certificats. Bien entendu, on supprime un certificat lorsqu'il est plus lié à une application. Sinon, on a des petits soucis. Et souvent, c'est pour des certificats périmés. Hein. Il faudrait que nous on le fasse parce qu'on en a plein. Vous allez pouvoir exporter et ou importer un certificat. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on peut se connecter à d'autres partitions aussi. C'est là où ça peut être intéressant, c'est que vous avez le même certificat qui est utilisé sur plusieurs partitions. Donc vous le générez sur une machine, sur une partition. Et puis avant, il fallait rentrer dans des CM, l'exporter, donc le récupérer dans l'IFS, le mettre dans l'IFS de la machine cible et puis l'importer. Là, en fait, vous allez pouvoir l'exporter, vous récupérez la base 64, enfin tout le texte base 64 de votre certificat, vous le mettez dans le JSON pour l'importer, vous l'importez sur la machine cible. Un copier-coller, peut-être bien un copier-coller, c'est bon. Donc ça peut être scripté assez facilement. Vous allez pouvoir associer un certificat à une application. Vous allez pouvoir faire exactement la même chose sur les autorités de certification. Donc, bien entendu, créer une autorité de certification. Non, pas la créer. Là aussi. Oui, récupérer des infos.
Et on va aller sur la récupérer des infos, parce que on a déjà pas SQL. On est d'accord, c'est possible. Et ça, Mais là, disons que ça permet peut-être de plus facilement avoir ces informations-là dans des outils d'administration qui sont hors IBMI, pour les équipes système, ou des équipes qui gèrent directement les certificats, d'autres certificats au niveau de la société. Non, l'info, c'est le liste. On va pouvoir lister. On va pouvoir lister les certificats. Ouais. Ok. Ici. Ouais, je suis désolé. Alors, ils n'ont pas été gentils sur celle-là, mais en fait, ils vont tout mélanger, les CERT, APL, AppDef, TLS. Voilà, ici. Et merde, ouais, je sais pas. Hop. Donc, je vais dire que moi, je veux les certificats qui ont 0 jours avant expiration et que je n'exclus pas les périmés. Et j'ai. Okay. Donc, si je fais ça, et ben là, je vais lister déjà tous mes certificats périmés. Donc là, déjà, vous pouvez me dire, il faudrait peut-être faire du ménage sur vos machines, hein, Gaïa. Parce qu'on en a un paquet. Ok. Bien entendu, si j'avais une phase, bah là, je récupérais trop, pardon, je veux dire, si j'avais mis des certificats périmés, je récupère rien. Alors, par contre, je vais mettre, si je vais me placer à une péremption à 130 jours. Alors, c'est juste pour la démo, 130 jours, parce que j'ai fait des tests avant. Je sais qu'on est. Je sais qu'il fallait ça. Si je faisais à 30 jours, je n'obtenais rien. Donc là, voilà. J'ai récupéré mes certificats qui arrivent à péremption en moins de 130 jours. Moins des 130 jours. Si j'en avais un à 130, il sortirait aussi. Donc, ça peut servir, ça. Donc, bien penser, si vous avez des certificats périmés, à exclure les certificats périmés, si vous avez mis ça avant. Mais ça peut servir justement, pour ce que je vous disais, des équipes qui sont un peu déportées, d'avoir la liste de vos certificats et en finir avec les problèmes du matin ou du matin. Donc, d'anticiper. Voilà, c'est parti qui peut être assez intéressant. Genre, on a accès à la formation simplement, peut-être. Ouais, voilà. Et puis là, c'est des personnes qui ne sont pas sur l'IBMI, qui peuvent avoir simplement entrer dans des CLM. Compliqué, c'est un petit peu lent, ça fait dossier. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que il y a des règles pratiques qui sont importantes là. Et enfin, vous avez tout un bloc d'administration. Vous allez pouvoir mettre de l'administration dessus. Donc dire qu'il y a des utilisateurs qui sont admin, inclure ou exclure des utilisateurs. Donc aujourd'hui, on est plus dans l'inclusion que dans l'exclusion. Donc vous allez pouvoir dire il n'y a que tel et tel profil qui ont le droit d'utiliser ces web services. Vous allez pouvoir donner des limitations en temps d'activité de session, en nombre de sessions,
en nombre d'actions qu'une session peut avoir, et gérer tout l'intervalle où il y a le clean-up qui agit et donc qui va casser les sessions qui ne correspondront plus à ce qui est demandé. Donc ça, c'est très, très, très important. Après, on est bien d'accord sur la sécurité. Si tous vos utilisateurs sont HoloBJ, SOLCKDM, bon, bah, j'ai envie de dire, n'emmerdez pas là. Allez-y. Maintenant, on commence. La sécurité, elle commence vraiment par ce qu'on fait. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous avez énormément d'accès JDBC au DBC. Je ne suis pas certain que vous sachiez exactement les connexions qui se passent par ces biais-là sur vos machines. Il y a des moyens. On a d'ailleurs un produit pour ça, fait pour ça. Pour un, contrôler ce qui se passe, et puis après deux, limiter. Donc, là, c'est une nouvelle porte ouverte. Donc, si vous l'utilisez, autant l'utiliser sachant ce qu'on fait, donc quand même, je vous engage à mettre la sécurité ici, à laisser tous les profils ouverts, à avoir vraiment un profil administrateur, et après, à l'ouvrir qu'à vos besoins. Y compris, je suppose que ça va s'adresser à peu de personnes, les personnes qui auront réellement le droit de l'utiliser. Donc, peut-être voir s'il n'y a pas qu'une seule IP qui va appeler ces services-là, et à ce moment-là, vous avez aussi moyen sur des proxys au niveau de votre réseau de dire ce port-là sur l'IBMI, il est autorisé que depuis cette IP-là. Donc là, il faut voir avec vos équipes de sécurité, mais il y a quand même beaucoup de possibilités. Là, c'est vraiment une grosse porte, en fait, où on rassemble un petit peu toutes les technologies dans cette porte-là. Donc, c'est quand même très sensible là-dessus. Donc, sur les administrations, donc, bien entendu, vous allez pouvoir récupérer les informations de où on en est, et surtout, vous allez pouvoir aller changer les informations. Et donc, aller vous donner des profils, donner des choses comme ça. À partir du moment où vous changez les attributs d'une session, les attributs de votre serveur, ces attributs-là resteront valables jusqu'au redémarrage. C'est pas lié à votre session token, mais c'est vraiment lié aux connexions qui vont se faire sur le serveur. Si vous voulez qu'au redémarrage, il regarde la conf, ici, il y a un persist qu'il faut mettre à true. À ce moment-là, vous allez avoir le fichier rse.properties que je vous ai dit qui se trouve dans QUBM, User Data, OS. Là, se retrouver là. Et donc, à chaque démarrage de votre serveur, tout ce que vous aurez fait là reprendra. Et vous pouvez revenir et le remodifier. Après, pareil, si vous pouvez avoir une conf de base, et puis après, revenir dire, bah moi, là, j'ai besoin de modifier un petit peu, mais juste pour, là, un petit peu. Donc, vous mettez-le, gardez-le persistant, et puis quand ça redémarrera. Vous allez pouvoir voir les sessions qui sont ouvertes. Alors, et je vais le trailer comme ça. Voilà, merde, il a redémarré entre-temps où j'ai préparé ma fraise. Et donc là, vous voyez, bon bah voilà, j'ai ouvert, j'ai une session. Vous auriez pu avoir un autre utilisateur avec 0 session. Parce que là, pareil, c'est toutes les sessions qui ont été, tous les profils qui ont eu au moins une session à un moment donné depuis le démarrage de mon serveur. OK ?
Donc quelqu'un qui aurait session 0, ça veut dire qu'il s'est connecté depuis que le serveur a été démarré, mais que là, actuellement, il a 0 session. Bon. Quelqu'un qui était connecté avant. Voilà. Voilà. Et après, vous allez pouvoir aussi casser des sessions. C'est un moment où vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Et ben, vous avez là une API qui peut vous donner un nom d'utilisateur et ça va détruire toutes les sessions de cet utilisateur-là. S'il en a ouvert 15, c'est tous les 15 années. Enfin, c'est les jetons qui sont révoqués. C'est les jetons qui sont révoqués. Ça veut dire que si l'utilisateur il fait de l'authentification basique, vous ne le verrez pas. Parce qu'à chaque fois, l'authentification basique, il ouvre la connexion, il ferme la connexion. Une fois que c'est passé, c'est passé. Et pareil, si vous faites étoile pôle, c'est toutes les sessions qui sont fermées. Donc voilà. Désolé, je suis allé un peu vite sur la fin. Mais un peu pour le temps. Justement, quand tu parles de sessions, tu parles bien des sessions RSE. Oui, c'est des sessions RSE. Hein. C'est des sessions RSE, pardon. C'est toujours un petit peu l'ambiguïté, vu qu'ils ont appelé ça session. Je crois qu'ils auraient peut-être trouvé un autre terme. On est bien entendu que 52, 50, enfin, je partout. Voilà. Là, on est vraiment là-dessus. Il y a d'autres questions? Eh ben, bon appétit. Et si vous avez besoin de commenter une question,